Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Marhalebiya. Merci pour votre fidélité. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Microscoop. Ce soir, l'actualité continue. Elle est toujours dominée par le BRICS, puisque vous le savez maintenant depuis plusieurs mois. On en a longuement parlé avec nos invités sur notre antenne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune en a fait vraiment un de ses points forts, un de ses objectifs, certainement de cette mandature qui doit se terminer maintenant d'ici quelques mois. Une présidentielle doit avoir lieu en Algérie en 2024, coûte que coûte, à tous les niveaux. La Russie, la Chine, des rendez-vous, l'APS, les médias, à plusieurs reprises. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, puis aussi sa gouvernance, ses ministres, le chef d'état-major aussi, on en a parlé. Tout le monde du côté du pouvoir en y a mis du sien pour que l'Algérie donc intègre le BRICS. Sauf que l'Algérie donc non seulement n'entre pas au BRICS, puisque c'est pas du tout la décision qui a été prise. On va y revenir sur ces pays, notamment les Émirats arabes, l'Éthiopie, l'Égypte, entre autres l'Argentine, qui rentre donc au BRICS pour cette année 2023. C'était le 15e sommet qui s'est terminé hier à Johannesburg. On va y revenir avec nos invités, puisque je vous le disais, non seulement il n'y a pas d'intégration BRICS, mais en plus de ça, il n'y a même pas de poste en tant que membre observateur. C'était un peu l'espoir, les espérances du président algérien qui, tout de même au mois d'août, a remis un peu ses espérances et ses ambitions à niveau, où il pensait plutôt que ça allait se faire par étapes, que l'Algérie n'allait pas s'imposer et qu'à la fois, il espérait tout de même donc un poste en tant que membre observateur de l'Algérie. Ce n'est pas le cas du tout. On parle aujourd'hui effectivement d'échecs diplomatiques. C'est une question qui se pose aujourd'hui, c'est le titre de l'émission, puisque dans le cas de tous ces rendez-vous, notamment avec la Chine et notamment avec la Russie, Abdelmadjid Tebboune a tout fait, le président algérien a tout fait pour intégrer le BRICS. On se posera aussi cette question. Alors, qu'en est-il de cette politique de la nouvelle Algérie qui est annoncée, qui est mise en place maintenant par le président algérien depuis 4 ans, bientôt 5 ans, fin de son mandat. On va essayer de comprendre réellement quid de cette politique de la nouvelle Algérie, de ce slogan. Et puis on reviendra aussi sur quelque part ce contre-pouvoir qui est inexistant, puisque encore une fois, par exemple, autour du BRICS, il y a eu malheureusement aucun média, aucun parti politique qui s'est exprimé pour ou contre, même des partis pro-pouvoir. Les autres partis, on va se poser cette question effectivement ce soir, mais on sait qu'en Algérie, malheureusement, il est très très difficile de s'exprimer là-dessus. Voilà, tant de questions qui se posent, nos invités vont y répondre. Pour commencer, analyste politique, il est un docteur en économie, écrivain aussi. Je vous rappelle que son bouquin où il rend hommage au grand Slimane Azem est toujours disponible aux éditions L'Harmattan. Hassan Helej, bonsoir. Oui, bonsoir Shaban, merci pour l'invitation. Bonsoir à vos invités, à votre équipe et à tous les téléspectateurs. Merci infiniment. Et en deuxième partie d'émission viendra nous rejoindre donc Hicham Aboud, journaliste qui nous rejoindra donc en deuxième partie d'émission. Nous reviendrons aussi sur toutes ces questions. Question assez simple. Hassan Helej, d'ailleurs, vous êtes docteur en économie. C'est aussi un secteur qui vous connaît. Vous connaissez très très bien le pays, tout de même, votre expérience, aussi la politique, l'économie. Dans un premier temps, comme ça, d'un point de vue général, vous êtes surpris de cette décision. Les cinq du BRICS se sont réunis, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, et c'est non à l'Algérie. Avant de comparaître un peu avec les autres pays, essayer de comprendre, est-ce que ça vous surprend? Le président algérien, il en a peut-être trop fait, ou alors il avait vraiment sa place et c'est une décision qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas fair-play et qui n'est pas sérieuse? Et me gêne le plus dans cette affaire, je vais vous le dire, ce n'est pas le refus des BRICS à l'adhésion de l'Algérie. Ce qui m'a gêné le plus, c'est la vassalité de nos dirigeants vis-à-vis de Moscou et de Pékin pour justement avoir fait des pieds et des mains de façon totalement incongrue, inappropriée, notamment vis-à-vis de Moscou et de Pékin, pour rentrer dans cette organisation. J'avais déjà dit sur vos plateaux que c'était pas forcément une bonne chose pour l'Algérie parce que malheureusement
nous avons une mauvaise gouvernance, nous n'avons rien à vendre à ces pays-là. On aurait pu être complètement envahi par la pacotille des Égyptiens, des Chinois, etc. Ça pouvait s'aggraver encore plus. Et que nous, malheureusement, notre économie, c'est 5% seulement du PIB que représente l'industrie, alors qu'un pays même sous-développé comme l'Égypte, c'est 17% du PIB, ce qui montre effectivement un décalage quand même assez énorme. Donc ce qui me gêne dans cette affaire, ce n'est pas le refus, parce que le refus, il a été aussi celui du Maroc, des grands pays comme l'Indonésie, le Nigeria, la Thaïlande, le Sénégal, le Vietnam, etc. Je veux dire, il n'y a pas que l'Algérie qui a été déboutée pour l'entrée dans les BRICS. Le problème, c'est que ces pays-là, qui n'ont pas été acceptés pour le moment, n'ont pas fait de courbettes, n'ont pas fait de flagornerie aux 5 pays initiateurs des BRICS pour pouvoir y entrer. Donc, ce qui me gêne encore une fois, c'est cette dépendance absolue au niveau politique, idéologique, etc. Et puis, sachant que l'espace naturel, géopolitique et surtout économique de l'Algérie, c'est le bassin méditerranéen, c'est l'Europe. Qu'est-ce que l'Algérie peut vendre à tous ces pays? Le pétrole et le gaz. Or, tous ces pays des BRICS qui n'ont pas besoin du pétrole et du gaz. La Chine, qui aurait pu en avoir besoin, elle a un fournisseur, c'est la Russie essentiellement, mais aussi l'Arabie Saoudite et le Qatar. Donc, on voit bien qu'il n'y a absolument rien à en tirer économiquement. Et puis, nous n'avons pas suffisamment, encore une fois, d'infrastructures au niveau bancaire. C'est ça la question. Je fais appel vraiment à votre aussi analyse. Qu'est-ce qu'il a manqué à l'Algérie selon vous? C'est vrai qu'il y a eu toutes ces tentatives de rapprochement du président algérien dans sa diplomatie. On va se poser aussi la question dans quelques minutes. Ces 1,5 milliard de dollars injectés au sein de la banque du BRICS, qu'est-ce qu'il en devient? Mais avant de se poser cette question, Abdelmadjid Tebboune, président algérien, le Premier ministre, il connaît ce pays. Tout de même, il y a une économie aujourd'hui qui peut-être manque de fragilité, qui n'est pas peut-être assez solide, qui est en reconstruction, des investissements, des infrastructures. Comme ça, selon vous, si vous étiez hier au sommet à décider, qu'est-ce qu'il a manqué à l'Algérie comparé par exemple à l'Éthiopie, comme vous le dites tout de même, que c'est un pays en devenir, qui est en voie aussi de développement, mais je crois qu'il y a une croissance importante sur ces dernières années. Non, je pense qu'il y a déjà le sérieux dans les affaires nationales et internationales. L'Algérie navigue à vue et il n'y a absolument rien d'instable dans ses relations. On voit bien, par exemple, ses relations avec l'Espagne, avec la France, etc., avec d'autres grands pays où c'est en dents de scie. Donc, il n'y a pas une stabilité politique en Algérie, que ce soit d'un point de vue national ou d'un point de vue international. Donc, ça n'échappe pas, évidemment, aux puissances des BRICS. Donc, les BRICS cherchent à consolider leur groupe par des pays absolument stables qui peuvent leur apporter un plus, une plus-value, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue géopolitique. Or, l'Algérie, encore une fois, elle est dans une espèce de rapport de vassalité avec les pays du Moyen-Orient, avec la Russie et la Chine. Donc, ce que peut apporter l'Algérie, c'est déjà apporté par ces pays-là dont elle est, quasiment vassale pour des raisons absolument inexpliquées, en dehors de la mauvaise gouvernance et puis une idéologie mal placée. Je pense que si l'Algérie avait un cordon solide avec l'Europe, et particulièrement avec Paris et Bruxelles, si elle avait véritablement justement assis son pouvoir économique, politique avec ses voisins, notamment les voisins européens, je pense que l'Algérie aurait eu sa place. Au contraire, on rechercherait
justement la présence de l'Algérie au niveau des BRICS parce qu'elle aurait eu une plus-value, elle aurait pu servir justement d'interface entre le bloc européen et puis le bloc asiatique et évidemment donc les pays qui adhèrent aujourd'hui à cet organisme-là. Donc parce qu'il faut savoir les raisons importantes qui fait que les BRICS aujourd'hui prennent de l'ampleur, c'est parce que il y a tout simplement une volonté de repositionner le monde, de changer le nombril du monde, de le sortir de l'Occident, notamment l'Europe, le Japon et l'Amérique du Nord, de le déplacer un peu par ailleurs, ou en tout cas peut-être pas entièrement, mais que le curseur puisse éventuellement naviguer entre l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique, qu'il ne soit pas uniquement à Washington et Paris et Londres. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il manque tout à l'Algérie. Il faut d'abord une adhésion populaire, il faut une adhésion de la classe politique, même si aujourd'hui la classe politique est complètement laminée du fait justement de la politique en place de la nouvelle Algérie. Je veux dire, même du temps de Bouteflika, qui était déjà une période absolument lamentable, déjà il y avait quand même un poids relatif de l'opposition, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, il manque tout à l'Algérie. L'organisation de travail, l'infrastructure, la formation, les banques, les savoir-faire, la technologie, la mobilité. C'est-à-dire que ce manque de stabilité politique, ce que vous évoquez là, ce sont des axes politiques, voilà, cette confiance aussi entre le peuple et la gouvernance, le développement, les investissements. Les personnes qui ont décidé hier, elles l'ont compris, ça, elles l'ont vu, elles savaient en elles, selon vous, que c'était peine perdue déjà il y a longtemps. Donc, est-ce que le président algérien, est-ce que la diplomatie algérienne, quelque part, excusez-moi de l'expression, elle s'est fait trahir, elle s'est fait avoir? Est-ce que vous pensez que malgré toute cette relation, ce Ramadan qu'il y a eu entre la Russie, la Chine, Abdelmadjid Tebboune, leurs homologues, etc., en fait, c'était peine perdue, tout ça, d'avance? Est-ce que la diplomatie algérienne, aujourd'hui, s'est quelque part s'est fait trahir pour rester poli? Elle ne s'est pas fait trahir parce que, en fait, c'est de la naïveté politique et géopolitique. L'Algérie a toujours parlé de façon absolument emphatique et péremptoire des pays frères, des pays amis, etc. Alors que chacun sait que dans les relations internationales, il n'y a ni pays frères, ni pays amis. Il faut avoir des partenaires et un partenariat solide demande un certain sérieux et une certaine stabilité. Stabilité des institutions, stabilité des relations, stabilité des affaires, du droit des affaires, du droit national, stabilité au niveau de la relation gouvernant-gouverné, etc. Stabilité dans toutes les grandes institutions, notamment les affaires étrangères. On a vu comment la Mamara, par exemple, a été dégommée du jour au lendemain sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit. On a vu, par exemple, quand même de grands responsables militaires qui ont été dégommés, mis en prison et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et donc, ça inquiète les partenaires. Ça, c'est des phénomènes d'instabilité qui ne peuvent pas intéresser justement un groupe qui cherche justement à une cohésion, une espèce de cohérence et de synergie entre les pays pour faire face aux groupes déjà bien structurés que sont les groupes occidentaux, encore une fois particulièrement l'Europe, le Japon et l'Amérique du Nord. Donc face à ces pays organisés, à ces pays riches, à ces pays développés, à ces pays qui ont des armées absolument importantes, qui ont une technologie, qui ont une cohésion dans le rapport, il faut des pays stables, ce que malheureusement l'Algérie n'est pas. Et en plus, je vais vous dire, ces conflits avec un certain nombre de pays
ex-amis qu'elle disait comme étant des pays frères, des pays amis comme les Émirats arabes unis, comme l'Espagne, et dans une moindre mesure l'Arabie saoudite, la France, etc. Le fait que déjà avec des pays avec lesquels elle aurait dû avoir des rapports absolument permanents, solides, équilibrés, etc., et sereins, malheureusement, elle n'a pas ce genre de rapport. Alors, à plus forte raison, dans un groupe où il va falloir travailler à la cohésion. On voit par exemple comment l'Éthiopie et l'Égypte, qui sont en conflit à propos du Nil, à propos du partage des eaux, mais malgré ça, ils ont gardé des relations solides, il y a des rapports économiques extrêmement importants. L'Égypte investit énormément en Éthiopie, mais que nous, par exemple, pour un problème moindre, parce que l'eau, c'est vital pour l'Égypte. Le Nil, c'est vital pour l'Égypte. C'est l'existence même de l'Égypte qui est en jeu. Alors que nous, à propos du Sahara occidental, eh ben pour ça, on a coupé avec nos voisins, avec le Maroc, avec l'Espagne, etc. Alors que c'est un problème qui aurait pu être résolu, qui n'est pas aussi majeur que le problème du Nil. Le problème du Sahara occidental n'est pas vital pour l'Algérie. Hassan Hairach, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Algériens justement qui comparent leur pays, surtout pour ceux qui n'ont pas spécialement une maîtrise quand on parle de certains pays, notamment l'Éthiopie est énormément comparée aujourd'hui et on compare ça énormément à ce slogan, la nouvelle Algérie. Il y a des mots qui reviennent maintenant depuis quelque temps, une Algérie qui dépasse toutes les nations en termes de développement. Ce sont les mots du président algérien, les mots du chef d'état-major Saïd Chengliha, on les a diffusés longuement, nous n'inventons rien. Il y a ce slogan aussi de nouvelle Algérie, c'est ce pays qui avance vers l'excellence. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Algériens, aux Algériennes qui comprennent pas pourquoi est-ce que leur président aille comme ça donner 1,5 milliard de dollars, qui leur parle de nouvelle Algérie, d'un pays qui avance, et puis là, c'est l'échec, on n'est même pas, on est algérien, l'Algérie n'est même pas membre observateur. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces Algériens et ces Algériennes? Je crois que les Algériens ne comprennent pas qu'ils soient réprimés. Les Algériens ne comprennent pas qu'ils aient le droit tout simplement de choisir leurs dirigeants, ne comprennent pas qu'il y ait un minimum de démocratie, au moins comme c'était le cas en 89-90. Les Algériens ne comprennent pas pourquoi il y a autant de prisonniers politiques et de l'opinion. Les Algériens ne comprennent pas pourquoi il y a le sous-emploi. Les Algériens ne comprennent pas la décadence, le déclin de l'école et de l'université. Les Algériens ne comprennent pas pourquoi il y a la hogra. Les Algériens ne comprennent pas pourquoi il y a la corruption. Les Algériens ne comprennent pas pourquoi il y a les conflits avec des pays extrêmement importants comme l'Espagne et la France, qui sont des voisins et avec lesquels l'Algérie avait des échanges extrêmement importants, ne comprennent pas pourquoi on se rapproche des pays aussi loin comme la Chine et Moscou, qui n'ont jamais eu, depuis l'indépendance, on a eu des rapports avec eux, jamais eu la moindre volonté de transfert de technologie, de transfert de savoir, etc. On n'a aucune immigration dans ces pays-là, alors qu'on est 7 millions d'Algériens en France et on pourrait avoir des rapports extrêmement développés. On pourrait... vous savez, une relation stable avec la France et le Maroc pourrait créer en 3 ans 5 millions d'emplois. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'effectivement, il y a un mauvais don. Je pense que l'axe naturel de partenariat avec l'Algérie, c'est Paris et Bruxelles. Et c'est avec ça qu'il faut travailler. Une fois qu'il y a stabilité avec ces pays-là, transfert de technologie, possibilité à l'immigration d'investir, possibilité qu'il y ait effectivement pour ces pays-là des investissements durables, qu'il y ait un droit des affaires durable, un climat des affaires stable, etc. Après, évidemment,
et il faut prétendre à rentrer non seulement dans les BRICS, mais il faut rentrer aussi, et c'est un lieu naturel, dans la francophonie. Je rappelle par exemple que des pays comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme l'Égypte, etc., sont dans l'organisation autour de la francophonie. Il n'y a que l'Algérie parmi les pays dont le français est une langue de travail qui ne sont pas rentrés uniquement pour des raisons idéologiques, uniquement pour des raisons de dire voilà, nous, soi-disant, on est, comment dire, on est les plus forts, on est les... qu'on n'accepte pas le néocolonialisme, je ne sais pas quoi encore, encore une fois, idéologique, complètement mal déplacée, complètement... Donc l'Éthiopie dont vous parlez, même si elle a eu une période de guerre, etc., mais c'est un pays d'abord fédéral, et donc il y a, comment dire, au niveau de la décision politique, il y a des prérogatives extrêmement importantes pour les 9 États régionaux, et donc c'est un pays bien organisé, même s'ils ont eu des difficultés, même si la période effectivement conflictuelle, notamment avec le Tigré, notamment la période du Covid, etc. Ils ont eu besoin d'énormément d'argent et donc ils sont un peu endettés, etc. Mais comme c'est un pays de bonne gouvernance depuis au moins un certain nombre d'années, ben, je crois que effectivement il y a des questions à se poser autour beaucoup plus de la gouvernance et de la stabilité des partenariats que de dire voilà, l'Algérie a été déboutée comme ça parce que... Oui. Hassan, justement, juste une citation. Quand on entend le ministre russe des Affaires étrangères, on rappelle aux téléspectateurs, bon, premièrement, que le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne s'est pas rendu donc en Afrique du Sud, à Johannesburg, entre le 22 et le 24 pour ce 15e sommet. Ça en dit long aussi, parce qu'il y croyait. La particularité aujourd'hui, quand on lit énormément la presse, c'est que tout le monde se dit, mais voilà, le président algérien a tellement fait, mais qu'il rentre bredouille, qu'il est refoulé, que l'Algérie a été rejetée. Juste vous lire ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe, Monsieur Lavrov. Nous avons choisi des pays qui ont du prestige et des positions internationales. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais un peu cette question alors, selon vous, je pense que le président algérien et puis ses conseillers ont ce constat que vous venez de faire. Vous venez de faire un bilan, les questions dont se posent énormément les Algériens. Donc une question qui se pose aujourd'hui, comment est gouverné ce pays? Est-ce qu'il faut vraiment comme ça, en un claquement de doigts, aller dire bon, on donne 1,5 milliard de dollars, on sait qu'on a perdu et on connaît l'état de notre pays. Cette nouvelle Algérie, Hassan Helaj, quand on entend comme ça, notamment d'autres ministres qui disent que voilà, il nous faut des pays de prestige, de positions internationales, des pays en devenir, en développement. Cette nouvelle Algérie, à quoi elle correspond du coup? Vous savez, aujourd'hui, en 2023, la puissance d'un État, c'est la puissance économique. Or, l'Algérie est extrêmement fragile. En dehors des hydrocarbures, il n'y a absolument rien. Donc, il n'y a aucune diversification au niveau des exportations, au niveau de la production, etc. Encore une fois, je disais que l'industrie algérienne n'existe pratiquement pas. Les 5% du PIB ne représentent pas grand-chose et c'est une industrie essentiellement étatique. Il n'y a pas d'investissement véritablement privé. L'un des rares acteurs privés au niveau industriel, c'est Vital. Et on voit comment, par exemple, on lui met les bâtons dans les roues pour continuer d'investir, etc. Le climat des affaires n'est pas propice pour les investissements aussi bien nationaux qu'internationaux. Et je vous dis aussi qu'il faut avoir une poigne, il faut avoir une fermeté. Ce n'est pas la flagornerie qui apporte une bonne image à l'Algérie. Lorsque Ben Salah puis Abdelmadjid Tebboune sont allés à Moscou et ont entrepris une relation de flagornerie avec le chef d'État russe, eh ben, ça ne pouvait que déboucher vers une espèce de mépris vis-à-vis de l'Algérie. Parce que si l'Algérie était un pays fort, nos dirigeants n'iraient pas à Moscou à genoux,
n'iraient pas les bras derrière le dos, ils iraient au contraire en tapant du poing sur la table, en disant que voilà, nous sommes partenaires depuis 60 ans, il n'y a aucun transfert de technologie, on vous achète pour des milliards de dollars d'armement, on n'a pas d'usine de pièces de rechange, on n'a pas d'usine d'avion, on n'a pas d'usine de chars, on n'a pas d'usine à rien. À la limite, le seul commencement d'une industrie militaire, c'est beaucoup plus avec les Allemands qu'avec les Russes. Donc il y a un déséquilibre aussi bien au niveau politique, au niveau économique, au niveau géopolitique et surtout au niveau psychologique. Il ne faut pas jouer aux enfants quand on a en face de nous des hommes d'État qui ont de la poigne, même si au niveau international ils ont des problèmes, mais en tout cas on n'y va pas en recherchant une protection, un parapluie, on y va en tant qu'égaux. Et malheureusement, on y va en tant qu'égaux avec GO et non pas AUX, et là ça pose un problème. Il faut sortir de l'infantilisme politique, il ne faut plus parler de pays frères et de pays amis, il faut parler de partenaires, il faut dire combien ça coûte, combien ça nous rapporte, quelles sont les échéances, quels sont les partenaires sûrs, etc. Qu'est-ce qu'on doit acheter, qu'est-ce qu'on doit vendre, et quelles sont là aussi les planifications possibles avec les États qui nous environnent. Aujourd'hui, la donne internationale fait que c'est pas l'idéologie qui compte, c'est la puissance économique, et l'Algérie, malheureusement, on est loin. Une dernière question avant d'accueillir Hicham Aboud qui vient de nous rejoindre, Hassan Hiresh. Dans quelques mois, c'est normalement la présidentielle, même si malheureusement les Algériens, encore une fois, sont confrontés à un silence total. Et d'ailleurs, il en va aussi de même sur ce BRICS, parce que si on pouvait imaginer cette situation dans un pays à peu près normal, tous les partis d'opposition seraient sur les plateaux télé, des analyses, des observateurs, le président a eu tort, il s'est trop avancé, mais il avait raison, il avait tort, etc. En l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a aucune presse qui s'est chargée en amont de ce débat, et limite en aval, il y a eu quelques presses qui se sont même un peu vantés limite de cette décision. Bientôt 5 ans au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune est à sa place. Quand on voit un peu cette mandature, vous avez énuméré plusieurs questions que se posaient les Algériens tout à l'heure. Je ne vais pas refaire votre constat des haragas au pouvoir d'achat, entre autres à cette répression, etc. Le président algérien aujourd'hui, selon vous, avec quand même un certain nombre d'échecs, cette Covid qui n'a pas été gérée même 2 ans après, puisque 2 ans après on a eu des Algériens qui tentaient tant bien que mal de s'accrocher à des bouteilles d'oxygène. Il doit s'en aller, le président algérien, ou selon vous, il est à sa place et il doit reproposer sa candidature? Écoutez, pour être franc avec vous, je pense que le problème ne se situe pas au niveau de Abdelmadjid Tebboune. Le problème se situe essentiellement au niveau du système qui est mis en place depuis 1962 et particulièrement depuis 1965 par Mohamed Bouharouba. À partir du moment où chaque chef d'État qui arrive n'est qu'une pièce dans un puzzle, dans une mécanique qui broie le citoyen, qui est justement dans un système de mauvaise gouvernance où il n'y a aucune possibilité de contre-pouvoir, aucune possibilité de critique, etc. Et donc aucune possibilité d'avancer. Donc les élections dont vous me parlez en 2024, ça ne sert absolument à rien. Comme disait Coluche, si les élections pouvaient apporter quelque chose, elles seraient interdites. Je crois que cette expression un peu risible, un peu moqueuse de Coluche est valable malheureusement chez nous. Donc le problème ne se pose pas en termes d'hommes, mais le problème c'est que est-ce qu'il y aura toujours, comme depuis 1965, des élections sans le peuple, ou il y aura véritablement des élections libres, des élections qui auront été préparées 6 mois, 1 an à l'avance,
avec un certain nombre de critères internationaux, de critères qui permettent véritablement l'expression populaire, etc. C'est comme ça que la question se propose. Donc, qu'Abdelmajid Tebboune reste ou parte, ça ne change absolument rien. Vous voyez d'ailleurs, on a insisté pour que, enfin, les mêmes personnes qui aujourd'hui sont au pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, avaient insisté pour qu'il y ait un 5e mandat de Bouteflika en disant que ça y est, le 5e mandat allait tout régler, etc., se sont accommodés du changement avec une autre personne, mais le système est resté absolument le même. Et je dirais même qu'on a serré un peu plus la vis, et la gouvernance a décliné encore. L'Algérie est sur une pente de déclin qui continue de façon accélérée encore. Donc, je ne vois aucun changement. Ou bien on parle de changement de système, par exemple, tout simplement, de comment refonder l'État et comment faire en sorte que l'État soit modeste, qu'il ne soit pas présent partout, omniprésent et donc faible partout. Et comment faire confiance à l'Algérien. Tant qu'il n'y a pas de confiance entre les citoyens et les gouvernants, l'Algérie sera un pays faible et n'aura sa place ni dans les BRICS, ni dans le bassin méditerranéen, ni en Afrique, ni nulle part. Merci Hassan Helech, c'est toujours cette question effectivement de légitimité, de stabilité à l'intérieur du pays. Merci d'avoir été avec nous, analyste politique, docteur en économie, et je rappelle vraiment, vous avez sorti dernièrement, c'est toujours disponible, un bouquin, un magnifique livre sur Slimane Azem. Voilà, vous y apportez votre passion, et puis aussi vous revenez sur ces textes. Voilà, il a chanté l'exil, la révolution, l'amour, grand poète aussi. Merci Hassan Helech d'avoir été avec nous. Comment revenir sur cet échec, cette désillusion de cette entrée au BRICS qui ne s'est pas fait, sans effectivement aussi en parler avec un autre analyste, un autre journaliste qui d'ailleurs a longuement écrit aussi là-dessus, qui avait même peut-être anticipé cette décision. Hicham Aboud, bonsoir. Shaban Kassi, bonsoir à tous les téléspectateurs de Magharibia et un grand bonjour à mon ami Hassan Helech qui vient de passer. J'ai eu le plaisir donc de suivre un petit peu son intervention. Merci infiniment d'être avec nous, et puis je rappelle, on peut suivre vos analyses et vos lives régulièrement sur vos réseaux sociaux et votre page YouTube. Hicham Aboud, alors, quand vous avez eu ce verdict, il y a eu un président algérien, la Russie, la Chine, 1,5 milliard de dollars, une Algérie qui avance vers l'excellence. On a vendu du rêve au monde, on a vendu du rêve aux Algériens, où il ne connaît pas le pays, le président algérien. Et puis votre analyse, est-ce que pour vous, cette décision est normal, l'Algérie en 2023 n'a pas sa place donc en tant que membre du BRICS, et même pas de membre en tant que membre observateur, pas de place, pardon. Bon, l'Algérie n'a pas sa place, cela, c'est évident. Quand on n'a pas d'économie, on ne peut pas prétendre à être parmi les émergents, pas parmi les grands, mais parmi les émergents, parce que le BRICS, c'est pratiquement pour les émergents. Et puis, quand vous parlez de rêve, les Algériens n'ont jamais rêvé de BRICS ou d'autres choses. C'est le pouvoir tout seul qui a tout focalisé sur cette organisation qui est le BRICS, et il voulait en faire un événement, et il croyait qu'il allait adhérer à ce BRICS, à ce mouvement, alors qu'il ne remplit aucun des critères. Il ne remplit aucun critère. Les critères sont connus. Avoir une économie diversifiée. L'Algérie n'a pas d'économie diversifiée. L'Algérie vit de la rente pétrolière. On a du pétrole qui sort de sous terre, on le vend ailleurs et on met l'argent dans les banques américaines. On a aujourd'hui une réserve de 64 milliards de dollars et le peuple ne trouve même pas de quoi se laver le matin, ne trouve même pas une goutte d'eau dans son robinet. On a 64 milliards de dollars et le peuple ne trouve ni haricots, ni lentilles, qui sont des aliments d'hiver. Nous, on les consomme en été, parce que ce qu'il y a de moins cher, c'est l'aliment du pauvre.
Alors, l'Algérie n'est pas membre de l'Organisation mondiale du commerce parce que l'Algérie ne fait pas de commerce. En plus de cela, il y a un élément qui a échappé à beaucoup de monde. Quand on parle de la création de la monnaie du BRICS, l'Algérie s'empresse de mettre $1,5 milliard pour la création de cette monnaie. Les membres du BRICS font d'abord commerce avec leur monnaie locale. C'est-à-dire que les Indiens vont utiliser la monnaie indienne, les Russes vont utiliser le rouble, et l'Algérie, qu'est-ce qu'elle va utiliser si elle était membre? Le dinar. Est-ce que le dinar est une monnaie qui a sa place sur la scène internationale? Non. Quand on a une monnaie qui se vend au marché noir, qui est dans l'économie informelle, on n'a aucune chance de pouvoir faire commerce avec cette monnaie. Donc, l'Algérie ne remplit aucun critère pour être membre du BRICS et je ne comprends pas comment se fait-il qu'aucun des conseillers de Tebboune, ni son ministre des Finances, ni son ministre de l'Économie, ni je sais qu'il n'a pas de conseiller. Alors vous dites que vous ne comprenez pas, mais je suis sûr que vous avez quand même une analyse et un avis. Effectivement, vous le dites effectivement, d'ailleurs vous avez raison, je vous rejoins pour le coup parce que sur les réseaux sociaux, enfin on n'a pas vu vraiment un engouement national autour du BRICS, on voit plutôt des Algériens qui ont envie de vivre dignement, d'étudier et de trouver quelques produits de première nécessité et d'eau. Mais quelle est votre analyse alors aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les conseillers n'ont pas su dire au président, mais ne donnent pas $1,5 milliard, ne dit pas que l'année 2023 sera couronnée par cette adhésion? Pourquoi ce rêve du pouvoir, comme vous le dites si bien? Il a été obligé, le président algérien, ou il croit vraiment à un autre pays? C'est 2024 peut-être, c'est de dire... moi, pendant mon mandat, oui, j'ai réussi quelque chose. Grâce à moi, nous sommes membres du BRICS. Est-ce que vous pensez que c'est... Parce qu'à l'heure actuelle, après je vous laisse vraiment longuement intervenir, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Algérie, dans le conflit l'Ukraine-la Russie, malgré qu'elle souhaitait être médiatrice, on l'a pas trop interpellé. La Libye, le Mali, le Burkina, pareil. Le Niger, actuellement, je crois pas qu'on ait mobilisé la diplomatie algérienne. Donc, fallait qu'Abdelmadjid Tebboune se dise, voilà, moi, au moins, j'ai réussi ça. C'était un objectif personnel. Je vous laisse apporter vos éléments. C'est l'objectif du régime, parce que comme venait de le dire tout à l'heure Hassan Hiraj, c'est pas une question de Tebboune, une question de personne. Tebboune n'est qu'une marionnette entre les mains d'un système qui n'a pas de boussole, qui ne sait pas où aller. Cette histoire de BRICS, ils l'ont sortie pour je ne sais quelle raison, ils sont les seuls à connaître la raison, pour en faire un événement, une réalisation qu'ils vont présenter comme étant l'une des grandioses réalisations du système. Comme ça a été le cas pour l'élection de l'Algérie comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, qui n'est pas un événement. L'Algérie a été grosse célébration d'ailleurs du Conseil de sécurité de l'ONU. On n'en a jamais parlé, on n'a jamais fait un événement. Et cette fois-ci, ils ont sorti ça comme étant une grande réalisation du système. C'est la grande victoire de l'Algérie. Le chef d'état-major de l'armée qui félicite le président de la République pour l'élection de l'Algérie au Conseil de sécurité, alors qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu d'adversaire. Il n'y avait que l'Algérie seule. Et puis, maintes membres du Conseil de sécurité, tout le monde peut être membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils en ont fait un événement de taille. Ils voulaient faire la même chose pour le BRICS. Or, pour le BRICS, comme je disais, d'abord, Tebboune n'a pas de conseiller compétent. Lui-même n'a aucune compétence en matière économique. Puis, dans un État où tout se fait sur ordre, parce que l'Algérie est une caserne. L'Algérie n'est pas un État démocratique, n'est pas un État de droit. L'Algérie est un pays qui a été transformé en caserne, notamment par le régime actuel, et tout se fait sur ordre. Donc, il n'y a pas de débat, personne n'ose contredire
ni le président, ni le chef d'état-major de l'armée, ni quoi que ce soit. Et tout se fait en sous-sol, tout se fait... prenez par exemple le cas des articles publiés contre les Émirats arabes. Quand on lit l'article qui a été publié par le Khabar sur les Émirats arabes unis, et qui est un rapport des services de sécurité, il devait être un rapport de sécurité au président de la République, et là, tout de suite, on doit rompre les relations avec les Émirats et demander des explications à l'ambassadeur des Émirats à Alger, ou bien carrément demander au ministre des Affaires étrangères de se rendre aux Émirats pour demander des explications. Or, on fait comme si de rien n'était. Et la première fois, quand il y a eu une fausse information faisant état du renvoi du ministre, de l'ambassadeur des Émirats à Alger. Et Nahar, oui, le 20 juin, oui, exactement. Oui, on s'est limité à limoger le ministre de la Communication à minuit. Et à ce jour, on ne l'a pas remplacé. Parce qu'après tout, on n'a pas besoin de ministre de la Communication du moment que la presse algérienne, qu'elle soit publique ou privée, est dirigée par les casernes des services de la sécurité intérieure. Et je rappelle que les accusations, un mois après, sur El Khabar n'ont pas été démenties. Une réaction, Hicham Aboud, quand on parle de diplomatie, d'ailleurs, c'est un peu le titre aussi ce soir, Abdelmajid Tebboune s'est rendu en Chine. Il a dit, il a annoncé ses 1,5 milliard de dollars. Vous venez de l'évoquer. Il est allé en Russie. Il a même dit à son homologue Vladimir Poutine qu'il était l'ami de l'humanité. Ça a même fait sourire Vladimir Poutine, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui, voilà, vous pouvez réagir là-dessus, mais quand on a le ministre Lavrov, ministre des Affaires étrangères, qui dit clairement, nous avons choisi des pays qui ont du prestige et des positions internationales. C'est la question que je posais à Hassan Helaj tout à l'heure, c'est-à-dire que cette diplomatie qui a tenté de mettre en place la gouvernance, le pouvoir algérien maintenant depuis plusieurs mois, c'est du néant, c'est du fake, c'est basé sur rien, puisque normalement il devait avoir le soutien de la Chine et de la Russie. En l'occurrence, apparemment, il n'y a aucun soutien. Cette histoire de diplomatie qui regagne du terrain, cette diplomatie qui remet l'Algérie sur orbite, c'est du pipeau, c'est du mensonge. On ne gère pas un État par le mensonge. Et tu peux mentir à ton peuple parce que tu es en train de le réprimer, mais tu ne peux pas mentir à l'étranger. Quand Lavrov dit on ouvre la porte aux États qui ont du poids, du prestige et des positions sur la scène internationale, l'Algérie n'a ni poids, ni prestige, ni position. L'Algérie n'a rien du tout. Vous pensez qu'il a menti, mais ce sont des critères. La Chine a choisi l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite lui a donné une carte importante dans la médiation avec l'Iran. Donc, c'est de la reconnaissance envers l'Arabie Saoudite, tout en sachant que l'Arabie Saoudite émet encore des réserves concernant son adhésion. Elle ne va pas encore adhérer, elle va encore peser le pour et le contre, parce que si l'Arabie Saoudite considère que ce BRICS est en opposition avec les intérêts des États-Unis d'Amérique, eh ben, le royaume saoudite ne va pas adhérer. Il l'a dit, le ministre des Affaires étrangères saoudien, il a dit, nous avons encore des réserves, nous réfléchissons encore, malgré qu'ils ont été admis. La Russie a choisi l'Iran parce que l'Iran est l'ennemi stratégique des USA dans la région du Golfe. Donc, c'est un allié stratégique. Qu'est-ce qu'ils ont à faire de l'Algérie? Et puis, l'Algérie n'a pas atteint le niveau où on devait choisir ou ne pas choisir. L'Algérie, c'est difficile je comprends vos analyses, hein, surtout vous apportez quand même des éléments qui les argumentent, mais c'est dû à quoi depuis toutes ces années où voilà, on dépasse les 60 ans d'indépendance tout de même. Alors il y a cette question d'indépendance territoriale, effectivement. On a aussi ce slogan, la nouvelle Algérie, ce chef d'état-major qui dit aux Algériens, l'Algérie est en train de dépasser toutes les nations, un pays qui avance à pas vers l'excellence, vers le summum. Alors ça vous fait sourire, mais
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce pouvoir... Comme ça qu'on se fait une place dans le concert international. Non. Quand l'Algérie s'était fait une place dans le concert international, hein, et que lorsque l'Algérie parlait, on l'écoutait religieusement. À l'époque, l'Algérie avait des plans de développement économique. En 8 ans, c'est-à-dire il y avait 2 plans quadriennaux, ont permis à l'Algérie d'avoir un tissu industriel étalé sur l'ensemble du territoire national, avec des complexes industriels, des complexes sportifs, culturels. L'Algérie rayonnait partout et l'Algérie avait convoqué une assemblée générale extraordinaire de l'ONU pour remettre en cause l'ordre économique international. C'était le préambule de ce BRICS. L'Algérie avait posé le problème de l'ordre économique international en 1974, quand elle était écoutée religieusement. C'était ça le BRICS. Normalement, l'Algérie est à l'avant-garde du BRICS. Mais depuis, qu'est-ce qu'on a fait? Que sont devenus les complexes industriels du textile de Bjaya? Le complexe industriel des constructions des moteurs, des cycles moteurs et des vélos de Guelma. Le complexe industriel des tracteurs de Constantine. Les complexes industriels de Tizi Ouzou, de Sidi Bel Abbas en électronique. Que sont devenus? Il n'y a plus rien. Que sont devenues les constructions mécaniques de Louis-Bas qui sortaient le camion Sonacom, qui remportait la première et la 3e place du rallye Paris-Dakar devant Mercedes, Saviem, Hino, Berlier, etc. Que sont devenues ces industries? Eh bien, tout a été liquidé. Et vous voulez aujourd'hui adhérer au BRICS, qu'est-ce que vous avez? Liquider, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un manque de gestion, manque de compétences, que le pouvoir a volontairement, enfin une question un peu bizarre à poser, mais volontairement. Ça a commencé du temps de Chadli avec l'histoire des restructurations. Abdelhamid Brahimi disait à l'époque, ces sociétés, Sonacom, Sonatrach, Sonipex, Sonitex, c'est des géants qu'on ne peut pas gérer et il faut les restructurer. Et on a restructuré ces grandes sociétés en petites entités. Et ça, c'était au temps où dans le monde, on commençait à organiser des holdings. On parlait des holdings. L'Algérie avait des holdings. Et Chadli et Abdelhamid Brahimi sont venus détruire les premiers holdings algériens. Et puis, on a commencé à vendre au dinar symbolique des grandes unités industrielles. Et on les a mis en faillite. Pourquoi? Parce que pour se tourner vers l'importation. Et quand on dit importation, on dit bakshish, on dit pot de vin. Et c'est de là qu'a commencé la faillite. On a compris. Au moins, c'est clair. Il reste une toute petite minute. Je voudrais quand même avoir votre avis. Il y a une nouvelle ligne qui s'est créée avec Air Algérie vers Johannesburg. Ça a été quelque chose de réfléchi, de pensé, puisque là, il y a toute une festoyade aussi, hein, 2 ministres, le patron d'Air Algérie. Ça a été pensé, c'est réfléchi, ça, ou ça va être encore, malheureusement, de l'argent où il n'y aura pas un retour sur investissement? Je pose la question, il y aura combien de passagers par vol sur Johannesburg? Alger-Johannesburg, en aller-retour. C'est la seule question que je pose. Est-ce qu'il va y avoir des Algériens qui vont se rendre en Afrique du Sud, au moins qu'ils puissent remplir l'avion une fois par semaine? Et est-ce qu'on peut avoir des étrangers qui viennent faire correspondance à Alger pour se rendre à Johannesburg comme ils le font pour l'aéroport de Casablanca? La réponse est connue, mon ami. La réponse est connue. Tout dit, oui. On va avoir des vols vides à perte et on ne fait pas ce genre d'opération économique commerciale juste pour le prestige, pour dire on a ouvert telle ligne. Et d'ailleurs, quelques heures d'ailleurs. Les africaines, ils se moquent de nous, quoi. Merci, Hicham Aboud. Quelques heures, je rappelle, faites bien de le souligner, puisque l'inauguration elle a eu lieu le 21 août, la veille du début de ce 15e sommet. 30 secondes, je vous laisse finir 30 secondes, s'il vous plaît. Permettez-moi 30 secondes pour dire qu'à bord de ce vol, il y avait le ministre des Finances qui représentait l'Algérie à la réunion du BRICS,
Et le président de la République arabe sahraoui démocratique, lui, est parti à Johannesburg à bord d'un avion de la présidence de la République algérienne payé par le contribuable algérien. Merci. Merci infiniment. Voilà, il était important. On n'a pas pu vous avoir hier. Merci de nous avoir apporté ces éléments d'expertise autour de ce BRICS. Voilà, tout un certain nombre, voilà, toute une obsession peut-être, un rêve du pouvoir, comme vous l'avez analysé. Hicham Aboud, journaliste. Hassan Heresh, merci infiniment d'avoir été avec nous, docteur en économie, analyste politique et écrivain, notamment votre dernier livre autour de l'œuvre de Slimane Azem, l'équipe en régie. Merci infiniment. Dans un instant, l'édito Jameldine Benchenouf, et si je ne me trompe pas, c'est Athman Sabek pour El Umq. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous.